Salut, j'espère que ça va. On a terminé peut-être pour vous l'école. Je vous souhaite de belles vacances. C'est pas les vacances, en tout cas pas aujourd'hui pour cette émission. Non, parce qu'on a encore une émission bien chargée. Myriam Gervais sera là pour nous parler d'achat et de résidence secondaire. Josée Laperle, elle qui est du Cap de Laval, viendra nous présenter son organisme. Karine Roy, coach en gestion, sera aussi mon invité. Le comédien, acteur bien connu Joey Scarpellino vient nous parler de Ladies Night, bientôt en spectacle à Laval. Alberto Georgian aussi, Mute, viendra nous parler des événements à Laval durant la saison estivale. Nicolas Vincent Poirier vient nous parler du succès qui est présentement sur toutes les lèvres au cinéma, soit Flash. Mais tout d'abord, Isabelle Dominique Cros qui nous livre des conseils pour l'entraînement qui peuvent s'avérer plaisants et fort simples pour tout le monde, oui. Et je vous souhaite une belle émission. On est avec la femme la plus en forme à l'Est des Rocheuses qui va nous parler de 6 conseils pour rendre l'entraînement plaisant. J'ai hâte d'entendre ça parce qu'il y a des fois, ça ne me tente pas d'aller au gym. Moi. On fait quoi pour avoir envie d'y aller, Isabelle? Bien, j'ai plusieurs conseils parce que c'est une question qui revient souvent. Puis les gens vont dire j'ai pas la motivation. Puis il y a des petits trucs. Puis évidemment, au final, il faut quand même le faire. Tu sais, on n'a pas le choix, c'est un effort. Mais ce qui est plaisant, c'est quand on sait ce qu'on aime, puis qu'on élimine un peu ce qu'on aime moins. Puis moi, je trouve qu'une formule qui a toujours fonctionné avec tout le monde, c'est la récompense, puis c'est le faire pour soi. Tu sais, toi, par exemple, qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Ben, je vais au gym, je fais cardio, je fais des poids. Le vrai problème, c'est d'y aller. Une fois qu'on est là, ça va. Mais quand j'arrête d'y aller une journée, 2 journées, ça va prendre 2 semaines à pouvoir me remotiver. C'est très difficile. C'est vrai, effectivement. Puis ce que tu as dit, c'est vrai. Le plus difficile, souvent, c'est de se rendre. D'où l'attrait des entraînements express ou juste de se dire, écoute, j'y vais. Je pars en marche ou je vais au gym. Ça ne me tente pas aujourd'hui, mais je fais 15 minutes. Puis là, dans l'élan, on est comme bon, tant qu'à être sur place, aussi bien en faire un petit peu plus, ou tout d'un coup, on met de la bonne musique, puis ça, c'est un autre truc. La musique, les playlists. Tu sais, si je suis en train de courir sur une machine, ben pourquoi pas mettre un truc, tu sais, quelque chose que j'ai envie d'écouter, que j'aurais pas autrement la chance d'écouter. Et moi, je me surprends à faire ça sur la machine, sur le treadmill. Oui. Je vais mettre une musique intéressante ou un podcast intéressant ou même une émission de radio, tu sais, quelque chose que je trouve divertissant. Puis là, je me pousse à le faire un petit peu plus longtemps que ce que je prévoyais. Je suis pas une coureuse comme Alex Trudel, mais j'aime ça. Puis après ça, ben on est toujours, tu sais, le sentiment post-entraînement, il est précieux à garder en tête parce que comme tu disais, ben tu sais, quand j'y vais pas, ben finalement, j'y retourne pas. Oui, mais quand on se rappelle ah ouais, c'est vrai, ça me tente pas d'y aller, mais je suis tellement bien après, je me sens tellement bien, je dors mieux. Ces observations-là portent fruit. Dans tes autres conseils que tu as à nous donner, on en avait 6, choisir un vêtement? Être bien dans les vêtements qu'on choisit, puis si tu es au gym, tu le sais, il y a des miroirs partout. Avec les médias sociaux aussi, on n'est comme pas à l'abri d'être toujours en train de savoir de quoi on a l'air. Et je veux pas tomber dans les apparences, mais je veux rappeler aux gens que c'est important de se sentir bien. Puis quand on a un vêtement qui nous fait bien, tu sais, je suis pas en train de dire va t'acheter des choses que tu peux pas te permettre ou achète-toi rien de précis par rapport à un entraînement que tu n'as même pas commencé. Si tu veux faire du ski, achète-toi pas le kit de ski pour finalement pas aimer le ski. Mais moi, je m'aperçois même personnellement, quand je suis bien dans ce que je porte, je prends la peine de choisir quelque chose dans lequel je suis bien. Et dans ce temps-là, si je suis au gym, peu importe où je suis, médias sociaux, je tourne quelque chose, ben je vais être mieux, je dégage plus, je me sens plus confiante. Puis ça, c'est précieux d'ailleurs en parlant d'entraînement. Je trouve que pour moi, la confiance, c'est une des grandes plus-values. Tu sais, notre posture est mieux, on respire mieux, les gens sont comme « Hey, t'as l'air en forme ». Ben oui, on parle pas juste physiquement, esthétiquement, on parle de l'énergie qu'on dégage parce qu'on est plus souriant, plus positif, tu sais, même si on a une personnalité plus sérieuse. Et ça c'est tellement précieux. Quand tu dis « laisse-toi retomber en enfance », tu veux dire quoi par là? Oui, ça, c'est...
moi, je suis quelqu'un qui est plus sérieuse. J'aime moins les jeux, les sports d'équipe. Je suis moins bonne là-dedans aussi. Fait que c'est comme un peu, je devrais me pousser à en faire plus. Mais tu sais, les gens qui ont été super emballés par un sport d'équipe quand ils étaient plus jeunes, tu sais, quand on repense à ce qu'on aimait faire petit, des fois, de penser faire ça plus grand. Tu sais, si jamais toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit? Tu sais, quelqu'un qui fait du tennis et qui n'en a pas fait pendant longtemps, on n'est plus à la même place, mais le corps va se rappeler. C'est comme, hey, je pourrais prendre un complice, quelqu'un avec qui j'ai envie de jouer, puis je fais cette activité-là, puis je prends plaisir à le faire parce que ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Puis vraiment, je fais ça parce que j'aime ça. Puis dans un autre ordre d'idée, le ludique, qui est le fun aussi, tu sais, aller à la piscine avec les enfants juste pour le fun. Peut-être que je bouge pas autant que si je nageais, puis que c'était un entraînement en soi, mais tu sais, s'éclater avec des enfants qui ont beaucoup de plaisir autour, puis aller glisser, bien, je passe l'heure ou le 90 minutes en mouvement, à bouger, à courir après eux, tu sais, à courir après eux dans l'eau ou à les faire, tu sais, à les lancer dans l'eau, toujours de façon sécuritaire. Fait que le côté ludique, il est chouette. Tu sais, il y a une course que j'aime beaucoup esthétiquement parce que ça s'appelle le Color Run. Alors, on part la course en blanc, puis après ça, kilomètre par kilomètre, je pense, on se fait rajouter des couleurs. C'est ludique, c'est sympathique, c'est souvent accessible. On peut le marcher, on peut le courir. C'est pas la performance. Puis en même temps, si on aime la performance, ben pourquoi pas retourner là-dedans aussi? Tu sais, c'est selon ce qu'on a envie. Toi, qu'est-ce que tu préfères quand c'est plaisant, agréable, quand c'est sérieux, tu veux des résultats? Un n'empêche pas l'autre. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est vraiment le bien-être quand tu sors de là, d'avoir accompli quelque chose. Oui. C'est vraiment la motivation. Mais encore une fois, quand tu la perds, c'est tellement difficile d'y retourner. Moi, je suis chanceux, j'ai une complice qui vient avec moi. Ma blonde vient toujours au gym avec moi. Mais des fois, on s'évite, on fait semblant de ne pas en parler ou d'y penser pour ne pas y aller. C'est tellement facile de pas aller au gym. C'est tellement facile de pas s'entraîner. Il y a 6 conseils, mais il faudrait trouver quelque chose encore de plus qui nous ferait pas obligé, ça devient plate quand on est obligé d'aller quelque part, là. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire, je ne sais pas, une injection, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Une pilule? Non, mais blague à part, parfois, tu sais, c'est un peu la discipline qui peut manquer à l'appel. Et si on a une cause noble ou on le fait parce que ça encourage, tu sais, tel organisme, ou trouver une façon de plus, tu sais, pour aller chercher cette motivation-là qui est peut-être pas là au départ. Ça, je pense que ça aide. Puis je te dirais, l'été, ce qui aide, c'est l'idée d'être à l'extérieur. Pour la plupart des gens, on a cette envie de profiter de la belle saison. Et ça, bien, toutes les occasions sont nombreuses pour essayer de juste être actif, tu sais, sans se mettre la pression d'aller à quelque part pour faire un entraînement. C'est, hey, on profite du moment présent pendant que l'occasion se présente. Et ça, c'est payant également. Mais tu as raison, si on avait une solution facile, ça serait tellement plus simple. Isabelle, merci pour tes conseils. Je vais essayer d'en appliquer 3 sur les 6. On retrouve Myriam Gervais, qui est courtier immobilière. On va parler de résidence secondaire. Salut Myriam. Bonjour Alex. C'est un rêve pour plusieurs. En tout cas, pour moi, c'est un rêve un jour de posséder un chalet, résidence secondaire, on peut appeler ça comme on veut. Quelles sont peut-être les choses tout d'abord à surveiller lorsqu'on veut se porter acquéreur, par exemple, d'une deuxième résidence? Bien, on va commencer par le commencement parce que j'ai des gens aussi, j'ai des clients des fois qui me disent nous, on a 20 ans, 21 ans, on a une mise de fonds. Notre but, c'est d'investir pour aller chercher des portes. Donc, la résidence secondaire, ça rentre là-dedans aussi. Alors, pour quelqu'un qui aurait déjà une propriété, donc ça peut être quelqu'un qui vient d'acheter ou quelqu'un que ça fait déjà plusieurs années, même que l'hypothèque est payée. Dans tous les cas, il y a moyen de faire quelque chose. Parce qu'on peut aussi y voir un avantage fiscal de se porter acquéreur d'une deuxième résidence, alias un chalet si on veut. Là. Tout à fait. Dépendamment du besoin. Moi, ce que je regarde, exemple, quelqu'un qui veut un chalet. Est-ce qu'on veut un chalet pour la chasse? Est-ce qu'on veut un chalet pour pas trop loin de la maison pour les fins de semaine? Est-ce qu'on veut vraiment un chalet pour le lac, pour exemple le bateau? Est-ce qu'on veut un chalet pour de la location à court terme, la fameuse Airbnb, ou la location à long terme, donc un locataire qui est là plus que 30 jours. Donc ça, c'est toutes des choses dépendamment du projet qu'on regarde. Parce que puis, tu soulevais le fait de, par exemple, le style Airbnb, mais de plus en plus, les municipalités réglementent le tout. Donc, c'est important, j'imagine, de regarder, mais aussi de se protéger déjà même
avant d'acheter, là. Oui. Bien, c'est sûr que si le projet, exemple, c'est de louer un chalet pour le mettre Airbnb, bien, la chose numéro 1 à vérifier, ça va être au niveau de la ville, les règlements. Est-ce que la propriété est dans un secteur où la ville, ou peu importe... la région, là. Peu importe l'adresse où vous êtes, est-ce qu'on a le droit de le faire? Parce que non seulement il faut que la municipalité puis la ville... Municipalité, ville, c'est pas mal la même chose. Oui, exact. Il faut que les deux acceptent. Puis, il faut aussi qu'au Airbnb, on enregistre la propriété, qu'on ait le permis. Il faut que les assurances également acceptent parce que, bon, plus on fait de la location à court terme, plus le risque au niveau des assurances est grand. C'est-tu même dans le contrat de vente également? Est-ce que ça faut que ce soit spécifié aussi? Bien, exemple, toi, tu me dis, Myriam, je veux un chalet puis je veux absolument faire du Airbnb avec. Nous, ça va être une condition de la promesse d'achat à ce qu'on vérifie les documents que c'est possible. Okay. Et là, pas juste à la ville, mais aussi avec Airbnb, parce que lorsqu'on est client Airbnb, on n'a pas le droit d'être à 500 mètres des autres. Donc, même si tu veux avoir ton permis, si ton voisin fait du Airbnb parce qu'on est dans un secteur où on a le droit et ils sont de plus en plus rares, bien, on n'est pas mieux barré. Oui, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, j'évoquais le fait qu'il y avait un des avantages fiscaux qu'on peut avoir. Puis je ne veux pas trop entrer dans les technicalités parce que là, encore là, ça prend un bon fiscaliste puis qui pourra nous aider. Mais il y a quand même un avantage aussi sur le plan monétaire duquel on peut se porter acquéreur d'une deuxième résidence. Là. Si on est déjà propriétaire, par exemple, d'une deuxième résidence. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui aurait déjà une propriété qui voudrait acheter une deuxième pour la louer, donc on peut aller hypothéquer notre première. Donc, c'est sûr que si on est un premier acheteur et que ça fait 3 mois qu'on a acheté, peut-être pas le projet idéal. Mais aussitôt que notre contrat arrive à terme d'hypothèque, donc si on a signé pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, 1 an, peu importe. Si on veut renégocier. Là. Lorsqu'on arrive à la renégociation, dans le fond, normalement, si on a un taux fixe, il y a du capital qui va être payé. Donc, au renouvellement, normalement, dans une situation standard, on va avoir moins à payer que ce qu'on avait au départ. C'est sûr que si on avait un taux variable, qu'on n'a pas ajusté nos paiements, ça se peut qu'on ait plus, qu'on doive plus à la fin. Donc, il faut faire très attention. C'est une situation qui pourrait arriver là, à des gens. Là, fait que vérifier ça. Mais sinon, si, exemple, on a une maison payée qui vaut 400 000, la banque va nous prêter 80 du 400 000. OK. Donc, de la valeur de notre première résidence. Oui. Okay. Qui n'est pas déjà hypothéquée. Donc, si, exemple, la maison vaut 400 000, on a encore 100 000 d'hypothèque, bien, ils vont nous payer 80 de 300 000. Intéressant. OK. On s'entend, 80 de 400 000, ça commence à faire pas mal de sous. Alors, on peut prendre cet argent-là pour faire des rénovations à la maison, si elle en a besoin, des améliorations, pour aller augmenter la valeur de la maison. Mais on peut également prendre cet argent-là pour aller acheter une propriété secondaire. Et là, la propriété secondaire, lorsqu'on a déjà propriétaire, on sait que quand on achète comme propriétaire occupant, on peut acheter avec 5 de mise de fonds. Quand on a une propriété secondaire, automatiquement, la banque va demander 20 de mise de fonds. Alors là, on a 320 000 si c'est 20 d'un beau montant d'achat. C'est quand même pas négligé. Puis, est-ce que la région aussi, tu sais, là, on est évidemment à Laval, on pense aux Laurentides, on pense à la Naudière, qui sont plus proches des grands centres, qui sont plus proches de Montréal, de Laval, donc tout ça. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'entends dire ça autour de moi, que si on va un petit peu plus loin, par exemple, on s'en va en Mauricie, qui est un petit peu plus d'heures de route, ou un peu plus loin au Québec, les prix devraient aussi être en considération plus bas. Donc, peut-être une option, si jamais on n'a pas nécessairement un portefeuille aussi garni que d'autres, ça peut être une option également de faire un peu plus de route, puis peut-être trouver des meilleures affaires, j'ose dire comme ça, là, en parenthèse. Est-ce que c'est une option également? Les besoins dépendent toujours de l'investisseur. Donc, si on est quelqu'un qui veut être proche de son investissement puis qu'on habite à Montréal, de s'en aller en Mauricie, peut-être pas la meilleure idée pour eux. Oui, ils vont peut-être trouver des choses moins chères, mais en même temps, est-ce que la location va être aussi bonne? Moi, quand j'ai des investisseurs, ma question, c'est tout le temps, tu sais, dans ton scénario, là, mettons que dans la vie, il ne faut pas planifier un plan. Il faut planifier que notre plan ne fonctionnera pas. Fait que dans le pire, là, si tout ce que tu as prévu ne fonctionne pas, est-ce que tu continues ou on vend? Oui, mais encore là, est-ce que ça ne dépend pas de ce qu'on veut faire aussi? Là, on a parlé de plusieurs possibilités, c'est-à-dire soit de faire un Airbnb, donc si on est plus loin, on a moins accès à notre location, moins le contrôle, mais si on veut l'avoir pour nous, notre famille, l'agrément, le plaisir de se retrouver l'été en bonne compagnie puis de profiter de vacances, donc est-ce qu'encore là, si c'est un peu plus loin, ça ne vient pas nécessairement dans la même tangente ou c'est peut-être moins problématique que si c'est juste pour à titre personnel qu'on veut puis tout dépend de la situation où on est. Dans l'exemple que j'ai donné tantôt, là, il reste 400 000, mettons, il n'y a plus d'hypothèque. Fait qu'on a 320 000 à mettre
ailleurs. Mettons que notre maison est payée, elle ne nous a jamais rien coûté. On décide d'acheter avec notre 320 000 un chalet à 320 000. Là, on a quand même du jeu. Si on veut aller plus loin pour moins cher parce qu'on ne veut pas dépasser le 200 000, on peut. Mais là, on arrive avec un chalet qui n'a pas d'hypothèque. Fait que là, ce chalet-là, il est bien moins stressant s'il n'est pas loué. Que si tu achètes un chalet à 600 000 puis que là, tu as 280 d'hypothèque, quand il n'est pas loué, bien là, tu as le 400 000 toi, à payer au complet. Oui, littéralement. Fait que ça dépend aussi de la gestion du risque. T'sais, un client qui aurait un bon revenu ou plusieurs sources de revenus, bien oui, c'est pour ça qu'à la base, j'ai des clients justement dernièrement, ils sont magnifiques. C'est deux jeunes garçons qui étudient en finance, ils ont chacun 22 ans. Les deux se sont ramassés là, un bon 25 000 de mise de fonds, puis ils veulent acheter un condo ensemble. Ils n'ont jamais l'intention de l'habiter, c'est vraiment pour investissement. Fait que ce qu'on cherche, c'est des condos qui sont depuis longtemps sur le marché, avec le plus petit prix d'achat possible, une belle mise de fonds, puis qui a un cash flow le plus proche du positif. Mais eux, ils se disent quand même bien que lui puis moi, ça nous coûte 200 pièces, mettons 100 pièces chaque par mois pendant 5 ans. Bien, dans 5 ans, on va reprendre ça puis on va s'acheter chacun un condo. Exactement. C'est une stratégie pour investir par la suite. Est-ce que, en terminant, est-ce qu'on doit, quand il est question d'une deuxième résidence, ce qui est important de regarder aussi au niveau peut-être d'assurance, on parlait d'hypothèque, mais au niveau de l'assurance, il y a sûrement des choses à valider aussi. L'assurance, là, si c'est une assurance pour nous, une résidence secondaire, c'est différent d'une propriété principale parce qu'on n'est pas toujours là. Donc, le risque est plus grand. Si on loue à long terme, c'est une assurance aussi avec plus de risques, c'est des locataires. Si on loue à court terme, c'est une autre assurance. Et là, c'est les niveaux d'assurance. Alors, chacune augmente au niveau des prix et du risque. Fait que, si on fait du Airbnb, ça peut nous coûter un 3, 4, 5, 6 000 d'assurance par mois. Il faut s'assurer que notre prix comprend les assurances, l'hypothèque, les frais d'entretien, les frais de bris, tout ça. Là, fait que, on pense, oui, il y a beaucoup d'argent qui peut être généré, mais il y a beaucoup de dépenses. C'est ça aussi. Puis sur le plan de l'héritage, hein, si jamais il faut coucher ça sur testament, protéger nos actifs, on le sait, s'il arrive quoi que ce soit. Ce sera pour une autre conversation. Parce que juste avant de finir, en 20 secondes. Si on fait du Airbnb, la maison aussi, lorsqu'elle est vendue, elle peut devenir taxable. Donc, toujours y penser. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Depuis 29 ans, cet organisme existe chez nous et vous pouvez d'ailleurs peut-être avoir besoin un jour du CAP, soit le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de Laval. Je pense qu'il y a pas assez de gens qui vont connaître cet organisme qu'on vous fait découvrir au cours des prochaines minutes avec la directrice générale du CAP, soit Mme Josée Laperle. Bonjour. Bonjour. Bien, expliquons justement d'emblée, parce que je pense qu'il y a encore trop peu de gens qui connaissent à Laval les rouages de votre organisme. Qu'est-ce que c'est le CAP? Bien, le CAP Laval, dans le fond, nous, on est un organisme communautaire. On est vraiment indépendant là, du réseau de la santé. On est autonome de fonctionnement. Puis notre mandat, c'est d'assister et d'accompagner, comme notre nom l'indique, les gens qui souhaitent porter plainte dans le réseau de la santé. Donc, on a vraiment un rôle de soutien pour toute personne qui n'a pas été satisfaite là, des services qu'ils ont reçus. Est-ce que vous avez vu, soit depuis la pandémie ou depuis quelques années, une augmentation des plaintes? Là? Bien, pendant la pandémie, nous, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que le nombre de plaintes a diminué, puis là, tranquillement, bien, ça revient à la normale pré-pandémique qu'on appelle. Mais il faut quand même faire attention parce que l'utilisation de nos services, c'est sur une base volontaire. Donc, c'est vraiment si la personne en ressent le besoin ou le souhaite, parce qu'il y a moyen aussi de faire la démarche d'une manière complètement autonome. Donc, le nombre de plaintes qu'on a, nous, à notre bureau, n'est pas nécessairement représentatif du nombre de plaintes qu'il y a sur l'ensemble du territoire. Mais les avantages de faire recours à... Est-ce que c'est la confidentialité? Est-ce que c'est justement d'avoir une certaine indépendance par rapport à d'autres instances qui peuvent mener les plaintes plus loin de gens qui se portent volontaires pour le faire? Ou... Bien, c'est sûr qu'un des avantages d'utiliser les services de notre organisme, bien, premièrement, tous nos services sont gratuits ou ils sont confidentiels, comme l'ensemble du processus de traitement des plaintes est confidentiel. Mais c'est dans notre nom que ça l'indique, hein, assistance, accompagnement. On est vraiment là pour offrir un support. Il faut comprendre que quand on en arrive à vouloir faire une plainte parce qu'on a vécu quelque chose de désagréable dans le réseau de la santé, bien, parfois, même si dans d'autres circonstances, là, on aurait tous les moyens pour faire des démarches seules, bien là, on peut se ramasser dans une position plus vulnérable. Puis là, on a besoin d'avoir un regard externe plus objectif qui nous supporte. J'imagine aussi pour faire, parce que c'est pas tout le monde qui peuvent connaître leurs droits également. Exactement.
Donc, vous êtes là pour les vulgariser, les expliquer aussi. Bien, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est « J'ai-tu raison de porter plainte? » C'est une bonne raison de porter plainte. Donc, effectivement, d'expliquer aux usagers qu'ils ont des droits quand il est question des services de santé. Service public, on paye tout le monde, je veux dire, on ne veut pas aussi. Là. Exact. Donc, ça vient un peu légitimer leur démarche. Oui. Quels sont les types de plaintes les plus peut-être courantes auxquelles les gens, là, lorsqu'ils frappent à votre porte, là, qu'on peut repérer? Là? Il y en a 3 là, principalement. L'accessibilité. Je pense que ça, on le vit tous, là, donc ou à un médecin de famille, ou à un rendez-vous, ou à un service. Donc ça fait, c'est souvent des objets de plainte qui sont nommés. Les relations interpersonnelles aussi beaucoup, hein, quand il y a du manque de respect, manque d'écoute. Donc, type de discrimination, peut-être, là, des choses comme ça, ou peut-être... c'est sûr que, il va en avoir, mais c'est pas une majeure. Okay. Là, quand on parle de discrimination, quelle qu'elle soit, là, c'est pas une majeure. Mais c'est ça, accessibilité, les relations interpersonnelles, puis au niveau aussi de la continuité des services, là, c'est des objets de plainte qui reviennent souvent. Là. Est-ce que parce que là, je le disais, ça fait 29 ans que vous existez chez nous à Laval. À travers les années, votre implication, est-ce qu'il y a eu des gains qui ont été faits grâce peut-être au fait que vous avez porté plus loin ces plaintes-là, vous avez soutenu les gens? Est-ce que vous en avez à nous donner comme exemple? Bien, nous, c'est sûr que c'est pas nous qui faisons la plainte, c'est vraiment la personne. La personne, donc, mais quand même grâce à votre... Mais exact, mais c'est clair que pour plusieurs personnes, il y a eu des recommandations qui ont été faites, il y a eu des changements qui ont été faits, ça c'est sûr, sinon je serais plus là. Moi, ça va faire 20 ans que je suis là, ça ne servait à rien, j'aurais été travailler ailleurs. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 2 aspects là, au processus de déposer une plainte. Il y a, oui, l'aspect concret dans le réseau, qu'est-ce qui change, mais il y a aussi tout le processus d'accompagnement, de rédaction de la plainte, de mettre par écrit l'histoire de l'usager qui souvent est aussi une grosse partie de la guérison par rapport à la situation qui n'était pas satisfaisante. Peu importe pour quelle raison, si moi, par exemple, je veux porter plainte et je m'en vais chez vous au CAP, comment ça fonctionne? Peut-être nous faire un traitement, disons-le, normal dans votre quotidien de quelqu'un qui est volontaire pour déposer une plainte, peut-être? Bien, la plupart du temps, les gens nous appellent. Donc, puis nous, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de système compliqué. Puis, si vous tombez sur la boîte vocale, c'est vraiment parce qu'on est occupé avec d'autres personnes au téléphone, mais sinon, il y a des humains qui répondent. Donc, puis souvent, la première partie se fait directement là. Donc, la personne nous appelle, on lui explique, grosso modo, que si oui, elle est à la bonne place, puis si oui, sa plainte est recevable. Puis ensuite, on prend le temps qu'il faut pour l'écouter. Puis vraiment, clarifier la situation, faire le tri des informations, ce qui est vraiment pertinent avec la plainte ou pas, puis valider avec la personne aussi, qu'est-ce qu'elle souhaite qu'il se passe suite à sa plainte. C'est un des aspects vraiment importants. Parlant aussi de continuité à notre entretien d'aujourd'hui, sur nos ondes, surveillées dans notre section babillard, il y aura une série de capsules. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir si on peut faire déjà peut-être un avant-goût aux gens? Un avant-goût? Oui. Oui, en fait, nous, dans les 2 dernières années, on avait des campagnes d'information qu'on diffusait principalement sur notre page Facebook. Donc, les capsules traitent principalement des droits des usagers, justement, et aussi des objets de plainte, donc des raisons recevables de porter plainte dans le régime. Donc, c'est ce qui est expliqué très brièvement. C'est des petites capsules d'1 minute environ où on présente soit un droit, soit un objet de plainte. Puis comme ça, on peut déjà semer la graine. Puis si la personne est intéressée, elle peut continuer sur notre site Internet à en apprendre davantage. Exactement. En tout cas, moi, je ne connaissais pas votre existence. Puis merci de l'avoir mis. Puis on rappelle qu'il y aura dans la section babillard de TVRL plusieurs capsules, donc plusieurs possibilités des gens de porter suite là, à notre conversation. Donc, Madame Josée Laperle, directrice, et là, je vais le dire au complet, du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de Laval. Merci beaucoup d'être passée dans nos studios. Ça me fait plaisir. Merci. On la joint par le truchement de la technologie et elle est quelque part au Mexique. Est-ce qu'il y a des maracas? C'est pas très loin, je ne sais pas. On va valider avec Karine Roy, qui est coach en gestion. Salut, Karine. Allô, Alex, comment ça va? Ça va très bien. Hola aussi, señorita. Bien. J'aurais pu dire également. On aborde ce sujet, soit un petit peu à la base, évidemment, de ce que tu fais dans la vie, soit de vraiment dépister ce que c'est la différence entre le coaching, le mentorat, les formations et les consultants. Là, on se dit un par un ce que c'est, donc, tout d'abord, le coaching, ce que toi, d'ailleurs, tu fais comme profession dans ta vie, là.
Bien, je pense que c'est important de venir un peu démystifier parce que toutes ces appellations-là peuvent des fois être mal interprétées et ils n'ont pas la même mission, on ne joue pas le même rôle selon quel chapeau que l'on porte. Donc, oui, il y a le coaching de gestion. Moi, c'est du coaching de gestion. Il y a le coaching, il y a le volet formation, il y a le volet consultant, conseiller et mentor. Et donc, ils ont des raisons d'être complètement différentes. Donc, par exemple, le coach, lui, va accompagner, il va stimuler le client. Il marche main dans la main avec lui à côté. Et la solution vient du client, ne vient pas du coach. Mais il y a différents types de coaching aussi qui se fait, là. Je veux dire, c'est très large également, là. Oui, bien, tu sais, il y a du coaching de vie, il y a du coaching de gestion, il y a différents types de coachs là, qui existent effectivement. Moi, j'ai pris l'axe de la gestion parce que c'est mon champ d'expertise, mais il y a effectivement d'autres types. Mais le principe, l'état d'être derrière le coaching, c'est ça quand même. C'est d'accompagner, de stimuler le client à faire ses propres prises de conscience et à trouver ses propres solutions. Mais puis à la base de tout ce que tu vas nous parler aussi, c'est l'être humain également. C'est un travail d'humain à humain, les ressources humaines qui est derrière ça aussi, là. Ah, tellement. Puis, tu sais, parce qu'il n'y a pas rien de plus impactant que la personne qui fait sa propre prise de conscience puis qui comprend ce qu'elle a à comprendre. Tu sais, si tu me permets de glisser vers la formation, la formation va vraiment permettre de développer des connaissances, des compétences, des habiletés. Et oui, on apprend des nouvelles notions, mais l'apprentissage du coaching va être différent parce qu'on intègre par sa propre compréhension des notions que le coach va avoir amené à faire la prise de conscience. Et là, une fois qu'on l'a compris par soi-même, l'intégration se fait. Et quand tu sais, toi, tu te spécialises en coaching de gestion, donc tu interviens auprès d'entrepreneurs, mais pas nécessairement d'entreprises. Est-ce que c'est là la différence aussi, un mentorat? Parce que moi, j'ai en tête quelqu'un qui va intervenir en entreprise avec l'entrepreneur, mais au sein même de l'entreprise aussi. Est-ce que c'est là la distinction entre mentorat et coach de gestion, par exemple? Non, pas tant, parce que tu peux faire du coaching de gestion au sein d'une entreprise. Tu peux coacher une équipe de gestion, tu peux coacher un gestionnaire aussi en individuel sur des situations, sur des enjeux de gestion. Donc, moi, j'ai fait le choix de travailler avec des entrepreneurs, mais je pourrais aussi faire le choix de travailler en entreprise et de coacher des dirigeants. Je pourrais même retourner dans le réseau de la santé si je voudrais et travailler avec des gestionnaires qui sont devenus gestionnaires, mais qui n'ont pas nécessairement tout le bagage. Le mentorat, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transmettre, le mentor, dans le fond, lui, a développé avec les années une expertise, des connaissances de haut niveau, il a fait ça pendant longtemps. Et lui, ce qu'il fait dans le mentorat, ça a coupé. Tu peux continuer, vas-y. OK. Lui, ce qu'il va, vous allez faire du montage, lui, ce qu'il fait dans son mentorat, il va transmettre ce qu'il juge qui est utile à savoir pour la personne. Donc, à partir de c'est un vieux sage, à partir de son savoir. Et lui, la solution pour le client va venir du mentor. Lui va proposer sa solution en fonction de ce que lui, il connaît. Et quand il est question de... Tu sais, tantôt, tu parlais de formation, mais le consultant, lui, donc, va être comme une source externe. Est-ce qu'il est moins impliqué que le mentorat, par exemple, ou ça revient? Ou encore là, il peut y avoir différentes possibilités, différentes façons de voir d'être un consultant? Ouais. Puis, j'ai envie de partager entre le consultant et le conseiller parce qu'ils ont des rôles un peu similaires, mais le consultant, lui, est vraiment mandaté, par exemple, par une entreprise pour venir faire une analyse, pour venir poser un diagnostic et pour suggérer des solutions. Donc, lui, sa job, il y a un regard extérieur, il n'a pas le nez collé sur l'arbre, il voit la forêt, il va venir évaluer tout ça et il va proposer des pistes d'action, des pistes de solutions auprès de l'entreprise ou des entrepreneurs. Et le conseiller, lui, il va plus être axé peut-être sur le client, donc l'aider à prendre des décisions dans un domaine spécifique, mais il va conseiller une approche. Tu nous as bien démystifié les rôles de chacun. Quelle est la question à se poser quand on veut justement, et là je vais l'englober avec tous les rôles que nous a présentés, mais si on est un entrepreneur, un individu qui veut peut-être aller plus loin avec son entreprise, quelle est la bonne question à se poser pour bien choisir le secteur, que ce soit consultant, mentorat, coaching en gestion, mais aussi la bonne personne aussi également? Bien, la question à se poser, Alex, c'est quoi ton objectif? C'est quoi l'objectif du client? Parce que chacun des rôles poursuit un objectif. Le coach, lui, c'est changer et découvrir. Ça serait ça l'objectif global. Le formateur, lui, c'est d'apprendre. Donc, le client veut apprendre. Le consultant, bien, lui, c'est vraiment de venir un peu copier une façon, une stratégie. Même chose, consultant, conseiller.
Et le mentor, ça va être aussi d'apprendre au travers le comment d'une expérience d'une personne. Tandis que le coach, lui, dans son intervention, il va être très neutre. Il n'y a pas de parti pris. Il va y aller au rythme du client en fonction de ce que le client amène et où il se trouve. Donc, il n'est pas préparé d'avance, là. Super intéressant. Et puis, on peut évidemment avoir suite avec notre conversation si justement on veut en apprendre davantage sur ce que c'est le coaching en gestion ou de la formation, parce que tu en donnes. Alors, les façons de te joindre sont au bas de l'écran. Merci beaucoup, Karine Roy. Puis, bye bye. Buenos noches. Tiens. Merci. J'irai prendre une margarita à votre santé. Merci. J'ai pas dit buenos noches, mi amor. Salut, merci. Buenos tardes. Ouais. Et le bourlingue de conférences de presse en conférence de presse pour MCL et TVRL. Très content de pouvoir accueillir Alberto Georgian-Mute. Salut. Salut Alex. Merci d'être là. Merci. Oui, je voulais dire très content d'être là aussi, moi aussi. Ben, je t'ai pas laissé parler, excuse-moi. Pas de problème. On s'aime pareil. Là, tu as assisté récemment au gala reconnaissance des remises de prix Desjardins. C'était pour souligner la persévérance scolaire des jeunes étudiants sur le territoire lavallois? Tout à fait, Alex. Donc, ça s'est passé le 14 juin au Grand Hôtel Times sur Saint-Martin, donc le tout nouvel hôtel où est-ce qu'on trouve aussi une très bonne pizzeria juste en dessous. Il y a eu plus de 120 bourses, juste pour relire mes notes, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, 120 bourses et donc 200 000 $ pour que ce soit au niveau collégial, professionnel et universitaires qui ont été donnés à ces jeunes, donc plus de 250 participants. Est-ce qu'on avait quand même là-bas peut-être des critères d'analyse? Est-ce que c'était, tu le dis, est-ce que dans un domaine peut-être d'innovation qu'on devait correspondre pour les étudiants pour pouvoir obtenir ces bourses-là? Certains peut-être aussi niveau catégorie comme au niveau sportif, au niveau culturel rayonnement sur le territoire lavallois par exemple? Ou, Ben, c'était plus un concours en fait. Les caisses Desjardins, donc c'était organisé par les 6 caisses Desjardins de Laval, se promenaient d'école d'établissement scolaire en établissement scolaire, où est-ce qu'ils justement proposaient un code QR aux jeunes pour scanner, pour participer à ce concours qui a été qui a commencé en mars environ. Et donc juste après, on a eu le tirage où les jeunes ont été sélectionnés et on a eu des parents qui étaient venus aussi les accompagner pour cet événement spécial. Et quand même, donc performance, disons-le, d'une des meilleures artistes pour moi, en mon sens, du Québec, Sarah May, qui est venue donc offrir une performance. C'est intéressant. Et également, bientôt, c'est la fête du Canada. Après avoir célébré le Québec, ben là, on célèbre notre pays, donc le 1er juillet prochain, sur le territoire lavallois. Est-ce qu'on fait ça d'une façon précise pour ceux qui aimeraient y assister? Oui, tout à fait. Donc, ça se passe au Centre de la Nature, où est-ce qu'il y a beaucoup de fêtes, évidemment, qui se passent. On peut s'y retrouver en famille, entre amis, évidemment. Et donc, la cérémonie va commencer tôt le matin, si on veut. C'est environ vers midi. Vous pouvez y être. Il y aura le drapeau du Canada, l'hymne national, etc. Puis encore une fois, vers 13h, il y aura la sermentation. Les nouveaux arrivés, donc ceux qui obtiennent leur citoyenneté canadienne. Oui. Parce qu'ils ne sont pas vraiment nouveaux arrivants, ça fait plus de 5 ans qu'ils vont faire la demande, etc. Il y aura aussi le gâteau, donc le fameux gâteau pour être là. C'est pour ça que tu vas être là, toi. Évidemment, je vais tester, je vais vous rapporter si c'était bon ou non. Mais j'espère que oui. L'année passée, on n'a pas été déçus. Donc, j'espère que les célébrations se passeront très bien. Donc, programmation pour toute la famille. On peut présager spectacle de magie. Je pense que je voyais également sur la programmation. Jeux gonflables aussi. Ouais. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser entre famille, entre amis. Et évidemment, l'ambiance festive. Amenez vos petits drapeaux, comme ils disent très bien. Et plus d'infos sur villedelaval.ca. Donc, à surveiller si vous voulez célébrer la fête du Canada. Alberto Georgian-Mute, merci beaucoup. On peut te suivre également sur ta page, les plateformes de MCL. Toujours un plaisir de t'accueillir dans cette émission. Puis on se reparle pour la dernière de la saison la semaine prochaine. Bien hâte de voir ce que tu vas nous préparer. Je te souhaite une belle semaine. C'est un des succès les plus populaires de l'histoire du théâtre au Québec. Là, je regardais, c'est plus de 20 ans, plus de 900 représentations. Il y a eu quelques moutures, mais ça fait donc 1 an jour pour jour qu'il a intégré, commencé les premières répétitions pour tenir un des rôles clés dans Ladies Night. Ça viendra bientôt chez nous, c'est de passage le 8 juillet prochain au théâtre Marcelin Champagnat de Laval. Et on le joint dans son appartement. C'est Joey Scarpellino, que vous connaissez bien. Salut Joey! Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi?
Oui, absolument, absolument. Évidemment, ça fait 1 an jour pour jour. 1 an plus tard, toujours content du rôle qui t'a été confié. C'était quand même une grosse commande que tu as pu relever, ce rôle-là. Hein? En fait, très, très content parce que c'est vraiment une partie de plaisir à faire. C'est vraiment un trip de... Je dis toujours qu'aller faire ce show-là, c'est comme aller jouer une game de hockey. C'est juste vraiment le fun. C'est à peine du travail. Fait que c'est vraiment un beau trip. Je suis vraiment content d'en faire partie. Puis je pense que je m'amuse de plus en plus avec le rôle. Fait que tout va bien à ce niveau-là. Ouais. On t'a beaucoup vu à la télé. Je pense que c'était une de tes premières expériences au théâtre ou presque là, c'est ça, dans ce rôle-là. D'être aux côtés, par exemple, de Denis Bouchard, comédien avec énormément d'expérience. Est-ce que ça apporte au niveau du jeu? Est-ce que 1 an plus tard, justement, tu te considères aussi comme un meilleur acteur, par exemple, un meilleur comédien? Je pense qu'à la base, à chaque année, j'aime ça regarder l'année dernière puis me dire que je suis meilleur à ce que je fais. Sinon, on a un problème. Oui. Il faut toujours essayer de devenir un peu meilleur. Mais oui, certainement. Bon, ça travaille plein de trucs. C'est ma première expérience. Je n'avais jamais fait de théâtre avant. Mais c'est vraiment un méchant trip. Bon, les trucs que j'avais à travailler le plus, c'était vraiment la projection et l'articulation. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Fait que bon, ça me force à travailler là-dessus pas mal. Mais c'est vraiment le fun, tu sais. Oui, c'est une pièce de théâtre, oui, c'est ma première expérience, mais il ne faut pas oublier aussi que justement, tu l'as dit, le show, il a été fait presque 1000 fois, ça fait 20 ans qu'il roule. Denis Bouchard, il connaît son show. Tu sais, le show, il est rodé. Il y a une formule à appliquer qui est relativement simple, puis tu as juste à le faire. Bon, après ça, est-ce que tout le monde apporte sa couleur puis il fait sa version du personnage? Oui, mais je dirais que c'est pas du grand drame, c'est pas quelque chose qui est très, très difficile à jouer ou à interpréter ou à pogner. C'est une ligne, un punch, c'est de l'humour qui est facile. Il faut juste comme arriver là avec de l'énergie et avoir du fun avec. Comprendre la mécanique, mais ouais. Tu as joué quand même des différents types de rôles. Je t'ai vu jouer différentes trames, aussi du drame un peu plus ou dans le plus léger également. Donc, moi, peut-être je sous-estimais ce côté-là de toi, mais ce côté de l'instinct comique, je suis content de le découvrir, que tu as ça au sein de toi. Puis, je pense, si je ne m'abuse, que ce rôle que tu tiens de Sylvain, c'est Guillaume Lemaitre-Vierge qui tenait ce rôle-là auparavant, je crois. Est-ce que je me trompe? Non, c'est bel et bien ça? Non, c'est ça. C'est ça? Puis justement, ça m'amène à cette question. Est-ce que tu as parlé avec Guillaume Lemaitre-Vierge, avec d'autres, ou tu as voulu vraiment y aller de ton propre rôle à toi, de vraiment construire ton propre Sylvain en toi? En fait, c'est un mélange des deux. J'ai premièrement, quand on m'a offert le rôle, bon, j'avais jamais fait ça de ma vie. Une raison pour ça, c'est que ça ne m'intéressait pas tant de faire du théâtre. Fait que bon, c'est sûr que je me posais la question. J'ai parlé à beaucoup de monde, des agents, tout ça, mais j'ai parlé à Guillaume, entre autres, qui, lui, m'a fortement recommandé de sauter là-dedans à pieds joints. Il dit, man, tu vas triper, c'est un rock show, cette affaire-là. C'est vraiment une expérience de fun, c'est trippant, c'est facile à faire. Essaye-le, tu sais. Fait que j'ai parlé pendant une bonne heure et demie, puis il a offert de m'aider avec. Mais, par contre, je voulais pas, tu sais, Guillaume, c'est tellement une figure forte, puis il a tellement porté le rôle, puis il a tellement fait son affaire que je voulais pas, mettons, ils ont envoyé un tape, je voulais pas regarder ce que Guillaume avait fait parce que je voulais pas me laisser influencer ou me laisser trop guider par ça, tu sais. Je voulais que ça vienne de moi parce que c'est plus facile, plus authentique. Puis après ça, tu vois, là, je m'apprêtais justement à aller checker ce que Guillaume avait fait, puis parler à Guillaume, puis après ça, peut-être maintenant, je suis rendu à un point où je connais assez le personnage. Mon chien est en train de dire fou. Ouais, d'ailleurs, ton chien, joue-tu dans la pièce avec toi? Il peut-tu jouer? Ah, il est là-dessus. OK. Que je connais assez mon personnage, puis que je m'amuse assez avec pour maintenant, bon, aller apprendre de ce que Guillaume a fait, puis de l'intégrer peut-être ce qui marche avec ce que moi je fais. Et d'ailleurs, bon, on connaît un petit peu certaines scènes qui sont passées à la postérité de la pièce Ladies Night. Puis il y a une portion dansée aussi, on va se le dire, dans la pièce. Ouais. Donc, moi, ma question est la suivante. Question qui tue, on va se la faire pour votre information comme ça. C'est-tu moins gênant de se mettre nu ou de danser pour toi? De se mettre nu. Non, mais c'est honnêtement, tu sais, il faut se rappeler. Moi, j'adore danser. J'ai pris des de se mettre nu, t'adores? Oui.
Hein? Je pensais que tu disais que tu aimais ça te mettre nu. Ah non, que t'adorais, parce que tu dis j'adore faire ça. Ben aussi. OK. Mais ouais, j'adore danser. Je suis loin d'être un grand danseur, au contraire, mais j'aime ça. Mais il faut se rappeler aussi que, tu sais, oui, les gars, ils font un strip, ils font de la danse. Mais à la base, c'est pas des danseurs, c'est pas des gars qui sont supposés être bons. C'est pas genre Magic Mike pour vrai. Fait qu'il n'y a pas la pression d'être bon. Puis à la limite, c'est comme. Je trouve que ma danse est plus comique que sexy, là, tu sais. Fait que ça enlève un truc. Puis bon, c'est ça que je dis toujours, c'est que, tu sais, le show, c'est de l'humour très premier degré, très facile, mais la seule chose qui est peut-être deuxième degré dans le show, c'est l'aspect sexy, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a comme pas cette espèce de pression-là qui s'installe. Ouais. Mais en même temps, je me pose cette question-là parce que, tu sais, la ligne entre, comme tu dis, faut pas avoir l'air nécessairement de bon danseur, mais de surjouer. Tu comprends ce que je veux dire? La ligne, des fois, et je trouve, elle peut être difficile pour un acteur d'avoir l'air un peu cabotin, mais de pas jouer l'idiot, donc d'avoir une justesse dans cette trame-là. Est-ce que c'est dur à trouver le bon endroit pour pas surjouer puis d'avoir une justesse? Pour y croire? Oui, bien, c'est l'espèce de danse, j'avoue que ça m'a pris quelques shows, trouver l'espèce de sweet spot entre trop niaiser, trop le prendre au sérieux, parce qu'il faut quand même qu'il y ait sinon c'est pas le fun, il faut quand même qu'il y ait un aspect un peu sérieux, puis un peu... Non, mais c'est de trouver la ligne. C'est vrai que ça m'a pris quelques représentations, espèce de trouver mon sweet spot à moi, mais... Et le sweet spot aussi. C'est ça, tu sais, tu dis, tu sais, c'est une grande commande de faire ce rôle-là, mais on dirait que je l'ai jamais vécu comme ça. Je pense, premièrement, parce que Denis connaît son show, la gang est malade, ils sont là pour m'aider, puis c'est pas un show qui est difficile à faire. Ça s'est vraiment bien fait. Puis Jean-Marc Généreux. Dans le plaisir, c'est le fun. Jean-Marc Généreux pour les danses, puis celui, tu sais, Jean-Marc, il est super. Il est d'autant plus le fun de travailler avec. C'est ça. Fait que ça s'est tellement fait dans le plaisir qu'on dirait que j'ai pas vécu l'espèce de « Ah, fuck, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire ça? » C'était juste très léger, honnêtement. C'est à voir le 8 juillet prochain. Je le rementionne au Théâtre Marcelin Champagnat de Laval. Il me reste à peu près 1 minute 30, 2 minutes avec toi, Joey. Je vais les prendre pour mentionner aux gens, puis plutôt articuler vers quels sont tes projets. Est-ce qu'il y a des tournages? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent à part t'occuper de ton chien après l'entrevue? À part ça, il n'y a pas grand-chose. Non, honnêtement, j'ai fait 2 films à l'automne, hiver passé, qui vont sortir l'automne qui s'en vient, l'automne prochain. Fait qu'il y a ça à surveiller, mais pour l'été, il y a juste des images. C'est un été assez relax, on va en profiter et faire des shows. Le titre de ces films-là? Si tu peux le dire. Il y en a un, c'est un truc Noël, je ne sais pas trop, il change de titre à tous les 2 secondes. Puis l'autre, c'est The G. Le G, OK. Donc, on pourra te voir dans 2 films à l'affiche à l'automne prochain. On va surveiller ça. Et en terminant, parce que ça a été la vedette avec toi de cette entrevue, présente-nous ton chien, tiens. Ça, c'est Willy. Willy? Puis il est bien tanné que je sois sur Zoom. Lui, il a une chose en tête, puis c'est aller jouer dehors. On va te laisser aller jouer dehors avec lui. Pendant que toi, tu vas aussi être le 8 juillet prochain, où tu vas jouer sur scène avec ta belle bande du Ladies Night Théâtre Marcelin Champagnat à Laval. Merci beaucoup, Joey. Merci à vous. Et bel été. On se voit à Laval. Oui, bye-bye. C'est actuellement le film le plus lucratif au box-office, film qui est disponible partout actuellement, Flash. On en parle avec Nicolas Vincent Poirier. Salut Nico. Salut Alex. Il y a peu de, je pense, de surprises de voir au sommet du box-office ces jours-ci le film Flash. Là. Oui, tout à fait. On peut penser que c'est incroyable, 139 millions dans sa première fin de semaine à travers le monde, mais ce n'est pas tant que ça. Et certaines personnes le considèrent déjà un petit peu comme un flop commercial. Pourquoi? Parce qu'avec un budget entre 200 et 220 millions, et il y en a qui disent beaucoup plus encore à cause de toutes les reshoots qu'il y a eu, c'est toute une histoire, ce film-là. L'histoire, elle est correcte en tant que telle, mais tout ce qui s'est passé pour que ce film-là arrive au cinéma
Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, tellement chargé, Alex. Mais tout ce qui s'est passé aussi concernant l'acteur principal qui incarne Flash aussi, ça également, ça a fait jaser énormément. Bien, tout à fait. Puis c'est une des raisons pourquoi on s'attendait à beaucoup plus au box-office pour sa première fin de semaine. Et bon, c'est sûr qu'on a un été très chargé au niveau des films. Ça fait depuis 2019 au moins qu'on n'a pas un été chargé comme ça. Donc, veut pas, il faut toujours laisser un peu d'espace entre la sortie de gros blockbusters. Sinon, ben, qu'est-ce qui se passe? Bien, ils vont faire moins d'argent ensemble parce que les gens, en général, ils ne vont pas une fois, 2 fois par semaine au cinéma. Donc, The Flash, pour ceux qui... Bien, c'est sûr que c'est le 14e film de l'univers de DC au cinéma. Et The Flash, c'est sûr que c'est un personnage qu'on connaît un petit peu moins que Wonder Woman, Batman. Mais bon, c'est Barry Allen qui, dans ce film-ci, qui découvre le multivers de DC. Ce que Marvel a commencé à faire, ce qu'on a retrouvé dans tant de films ces temps-ci. C'est un sujet très à la mode, le multivers. Et est-ce que c'est un sujet d'ailleurs qui nous, avec ce que tu nous précises, peut-être une attente supérieure en termes de résultats box-office, est-ce que ça nous mène à cette question? On est trop saturé non seulement d'exploiter le multivers, mais aussi de films de super-héros. Est-ce qu'on en est rendu là avec cette question-là aussi? Qui mérite d'être soulevé. Moi, je te dirais que tant que les films sont bons, les spectateurs vont être au rendez-vous. Et le problème avec DC, c'est que, eh bien, ils n'ont pas une très belle fiche à ce niveau-là. Il y a beaucoup de films, on s'attendait à quelque chose de bien. Finalement, c'était pas excellent. Mais au moins, DC essaye de changer leur formule. Et pour ce film-ci, une des raisons pourquoi est-ce que le film n'a pas eu le box-office espéré nécessairement, il ne faut pas oublier que c'est parmi les derniers films de cet univers-ci de DC au cinéma parce que James Gunn, celui qui est à la charge maintenant de la prochaine univers cinématographique de DC au cinéma, a dit qu'il allait faire une espèce de soft reboot et recommencer un peu à zéro. Et ça fait une dizaine d'années seulement, c'est pas très très long, depuis qu'on a commencé à comprendre qu'est-ce que c'est un univers cinématographique. C'est Marvel qui a commencé ça au tout départ. Et là, ça va être la première fois qu'il va y avoir un reboot de cet univers-là. Et en même temps, Batman en 2005, une petite parenthèse, ça a été des premières fois au cinéma qu'on avait un reboot. Donc, quand le film est sorti, le premier Batman en 2005 avec Christian Bale, on expliquait aux gens, non, c'est pas la suite de ce qu'on a déjà vu dans les années 90, c'est un reboot, on recommence à zéro. Et surtout, fallait pas que ce soit un suivi de Batman et Robin avec George Clooney. Fallait pas que ce soit ça. Parce qu'on s'en rappelle que ça n'avait pas été très, très heureux comme résultat avec Arnold Schwarzenegger non plus, qui était aussi dans ce film-là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ce film-là, c'était pour vendre des jouets et le problème a été que les fabricants de jouets ont trop... mis de pression sur le résultat du film, peut-être? Ont donné leur opinion par rapport au scénario et trop de choses ont été changées, entre autres à cause de ça. Mais revenons dans le giron de la conversation, parce qu'en voyant le film comme toi, premièrement, j'en suis venu à me dire, c'est trop long, 2h30, j'ai trouvé que... Et aussi, le CGI, expliquons aux gens ce que c'est rapidement, simplement. Computer Generated Image, c'est les effets spéciaux par ordinateur. J'ai trouvé que malheureusement, et je pense que c'était même volontaire d'exagérer de l'utilisation de CGI, mais ce que j'aimais à Marvel, c'est que quand je voyais un Captain America, c'est qu'on voyait souvent des combats, disons, corps à corps, même avec d'autres super-héros qui ont d'autres dans l'univers Marvel, d'autres pouvoirs. On voyait quand même... Et évidemment, on se mettait toujours dans la tête que c'était invraisemblable, qu'on était dans un monde de super-héros, qu'il n'était pas de vrais pouvoirs, mais là... Ça avait un côté réaliste. Ce que je n'arrivais pas à connecter non plus et j'arrivais pas non plus à me lier d'affection avec The Flash, même si c'était drôle, même si c'était rigolo dans certaines répliques. C'est peut-être aussi l'acteur Ezra Miller qui a été pointé du doigt pour certaines mauvaises actions et fait face à la justice, notamment avec des accusations. Oui. Est-ce que c'est ça qui m'a empêché de complètement connecter avec le personnage de Flash, mais j'ai pas réussi à le trouver attachant, à la fois Ezra Miller et Flash aussi? Je te dirais que je suis un peu de ton avis là-dessus, mais en même temps, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à une émission de télé de 2h30. Tout simplement. Est-ce que tout le monde est très bon dans leur rôle? Est-ce qu'un personnage est plus attachant qu'un autre? Eh bien oui,
c'est Michael Keaton dans le rôle de Batman. Ben, oui, évidemment. C'est l'aspect positif du film. Michael Keaton qui était à la fois, je trouve, je veux dire, épatant. Il y avait une forme de nostalgie. Hein? Je ne sais pas si pour toi... tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est le plus vieux Batman à l'écran. Au moment où le film est sorti, il y avait 71 ans. Et quand le film a été tourné, il y avait peut-être 69, 70 ans. Donc, c'est le plus vieux Batman à l'écran. Et je dis comme il y avait peut-être 69, 70 ans, parce que ce film-là, il y a eu des reshoots comme ça se peut pas. Et ça fait depuis 2014 qu'on le prépare. Et en général, ça fait depuis le début des années 80 qu'on essaie d'adapter le personnage du Flash au cinéma. Et c'est depuis 2014 qu'on essaie de faire ce film-là. Et bon, évidemment, ça a pris quelques années. Et en 2020, il était prêt à commencer le tournage. La pré-production avait commencé. La pandémie arrive, le tournage est retardé d'à peu près une année. Et après ça, qu'est-ce qui se passe en 2022? Toutes sortes d'accusations contre l'acteur principal, Ezra Miller. Et là, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un film de Batgirl l'année passée qui avait été cancellé. Il y avait un budget de 90 millions. Bon, ça, c'est une chose. Mais quand on parle d'un truc avec 220 millions de dollars à peu près, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les studios sont rentrés dans toutes sortes de scénarios catastrophes. Est-ce qu'on cancelle le film carrément comme Batgirl? Ça a été une des possibilités. Et finalement, ben, ce qu'ils ont comme choisi, c'est de mettre Ezra Miller de côté. Ils ont dû s'arranger pour qu'il reste très, très calme durant les mois avant ce film-ci. Et évidemment, il n'a pas fait partie du marketing. C'est Michael Keaton qu'on a beaucoup plus vu de l'avant pour le marketing. Et ça amène à une question, Alex. C'est que depuis un certain temps, on dit que les stars sont plus vraiment nécessaires tant que le personnage est mythique. Exact. Comme Iron Man, fort, ouais. Captain America. Et bon, The Flash n'est pas aussi mythique, mais on l'a déjà vu au cinéma à plusieurs reprises. Ouais. Donc, le fait que sa star Ezra Miller ne soit pas dans le marketing, ben, je pense que ça n'a pas du tout aidé. Peut-être, mais il y a par contre, moi, je me montrais sceptique quand je voyais Robert Pattinson qui incarnait une nouvelle franchise, un nouveau volet de la franchise de Batman. Et pourtant, il a été très bon dans ce rôle-là, dans un rôle ténébreux d'un Batman qui est sombre. Et il a eu de bonnes critiques, il a eu un bon accueil de la part également du box-office. Donc, il y a certaines exceptions aussi à la règle, je pense, qui peuvent pouvoir, je pense, tu sais, comme Tom Holland aussi, qui le voyait venir, qui pensait que Tom Holland, qui est un jeune acteur, lorsqu'il s'est vu confier le rôle dans l'univers Marvel de Superman, était peu connu et finalement a soulevé cette franchise-là, a relevé le personnage. Ah, j'ai dit quoi? Superman. Pardon, Spider-Man, merci. C'est ça que je voulais dire. Et qui le voyait venir et finalement est arrivé de nulle part et ça a été un succès pour la franchise Marvel. Oui. Ça a permis de relancer le personnage de Spider-Man. Donc, c'est là où je veux émettre aussi peut-être certaines nuances. Là. Mais ce que tu as dit, Alex, Tom Holland, Superman, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs comme ça. Mais Henry Cavill a été le cas aussi. Tout à fait. Oui, mais dans le film de Flash, ce qui est amusant, c'est que bon, le personnage change de dimension pour essayer de sauver sa mère. Il veut juste retourner dans le passé, il finit par changer de dimension. Et dans la dimension dans laquelle il est, il y a toujours le film Back to the Future qui revient. Oui. Nous, on sait que c'est Michael J. Fox qui interprète le personnage principal. Le Marty McFly. Exactement. Oui. Mais dans cet univers-là, c'est Eric Stoltz. Oui. Et ce qui est amusant, c'est que pour de vrai, Eric Stoltz, pendant le premier mois de tournage de Back to the Future, c'est lui qui était l'acteur principal. Et finalement, on l'a renvoyé parce que c'était pas ce qu'on voulait. Et le réalisateur du film de Back to the Future, Robert Zemeckis, avait été considéré pour faire ce film-ci de The Flash. Ouais, moi, Eric Stahl, je parle plus de Eric Stahl, qui est un joueur de hockey, mais ça, c'est une autre chose. Et à la fin, d'ailleurs, vers la fin du film, on ne va pas non plus trop être divulgateur, mais spécifions qu'à un moment donné, on voit plusieurs Superman dans une scène clé. Oui. Et lorsqu'on verra un Nicolas Cage en Superman, si vous êtes geek, vous savez pourquoi. Et j'ai dû expliquer, et c'est là où peut-être de connaître un peu l'univers des DC Comics, de connaître un peu les super-héros qui ont incarné peut-être Superman ou autre, c'est important de connaître, avoir une certaine petite compréhension pour certaines scènes clés, parce que par la suite, j'étais avec un ami, il m'a posé des questions, c'est pourquoi
Pourquoi Nicolas Cage? Je ne sais pas si tu es du même avis que moi, mais... Ben, tout à fait. Moi, j'ai trouvé que les caméos et les petits moments comme ça qu'ils nous ont donnés, c'est bien mieux que les derniers films de Marvel, ce que Marvel essaie de faire à ce niveau-là. Et pour ceux qui se le demandent pourquoi est-ce que Nicolas Cage apparaît en tant que Superman, eh bien, c'est simple. Dans les années 90, Tim Burton voulait adapter Superman au cinéma et c'était Nicolas Cage qui avait eu le rôle de Superman. Et si ça aurait marché, ce film-là, c'est là qu'on aurait eu la première univers cinématographique parce que DC avait eu cette idée-là dans les années 90. Exactement. Et c'est à voir au cinéma, Flash. Et je vais inciter les gens à aller voir Cœur de Slush, qui est un film québécois. C'est de Marie-Lou Wolfe, la réalisatrice. C'est un livre à succès, d'ailleurs, du même nom, de Sarah Maud Beauchesne, lancé en 2014, 40 000 copies vendues. Ça parle donc d'une jeune adolescente qui est en quête d'identité, qui également, ça parle de consentement. Ça peut être porteur de réflexion autant pour vos jeunes filles que vous, les parents qui êtes à l'écoute, peut-être même les grands-parents, d'aller voir ça avec vos jeunes filles. C'est vraiment un bon divertissement. C'est un autre film que j'ai à suggérer si ça vous tente dans le long week-end de la Fête nationale d'aller au cinéma. Ça demeure, je pense, un très bon film avec le temps d'un été qu'on pourra peut-être reparler parce que la semaine prochaine, tu seras avec nous pour nous parler de tes films que tu vas surveiller cet été. Est-ce que tu peux nous donner une petite prémisse à cette future chronique? Il y a un petit film indépendant que j'ai bien hâte de voir. Ça s'appelle, c'est un peu compliqué, Indiana Jones. Ah, OK. Oui. Indiana Jones? Oui, c'est Indiana Jones. Wannabe, qui l'incarne? Wannabe acteur, j'imagine? Ou... Je me rappelle plus du nom. Harrison quelque chose. Ah, OK. Je ne sais pas. On va y revenir. Oui. Et moi, j'aimerais ça peut-être pouvoir parler de Tom Cruise et de Mission Impossible. Pour moi, je pense que ce sera le succès de l'été. Il aura, je pense, le succès de l'été pour un deuxième été consécutif. On se rappelle de Top Gun Maverick l'année passée. Tu avais perdu. Je te l'avais dit que c'était lui qui allait l'avoir et toi, tu n'y croyais pas. Oui. Alors, j'ai bien hâte de te reprendre à l'automne prochain et de te dire que j'avais raison encore. Oui, mais non, je suis d'accord avec toi. Mission Impossible, ça va être le gros succès de l'été. On en reparle la semaine prochaine. Ça marche. Salut, Alex. Merci. Je vous remercie d'avoir été là. Vous voulez réagir, peut-être donner suite à ce que vous avez vu. C'est possible de le faire sur notre page YouTube, sur Facebook. Écrivez-nous, on aime vous savoir là. On est très alerte aux aguets. Également tvrl.ca. Je veux aussi vous inciter à acheter votre carte, le bingo, qui suit toujours cette émission les dimanches à 9h30, soit 3 500 $ en lot total, 2 250 $ pour cette carte pleine aussi. Je veux aussi remercier tous ceux qui me font briller devant la caméra, soit Alain à la réalisation, Manon à la recherche, également Daniel, Tommy, Lucette aussi à la caméra, Jacques et Yannick aussi, qui sont tout aussi des gens importants à mentionner. Et puis, je veux vous saluer, je veux vous souhaiter une très belle fête nationale, un bon long congé, un bon long week-end et on se dit à très bientôt.